Le président de la République, Félix Tshisekedi, s'est adressé au peuple congolais à travers les médias publics. C'était jeudi 3 novembre 2022 à Kinshasa. Aujourd'hui, nous sommes le 4 novembre 2022, justement. Un discours, qui a pris environ moins de 30 minutes. Un discours de mobilisation, un discours responsable. Oui, il n'a pas tout dit, parce qu'on ne peut pas tout dire dans un discours. C'est un discours qu'il a prononcé alors que l'Union africaine, je ne sais pas, sous la dictée de l'Union européenne, qui est grosse contributrice de cette organisation dite panafricaine, en termes des finances, initie ce qu'elle appelle sous Macky Sall, le dirigeant sénégalais et président en exercice de l'Union africaine, un dialogue intercongolais. Ce dialogue de l'Union africaine, avec qui et pour quelles concessions? Nous allons en parler en patriote et surtout en élite, loin de couleur politique. Freddy Mulumba, politologue, journaliste, écrivain, à ma gauche, à ma droite, Kabongo, Emmanuel Kabongo Malou, philosophe et puis professeur. Lui-même s'est frotté aux médias. Oui, il a beaucoup publié dans Le Potentiel. Les absents, on ne parle pas d'eux, ou les retardataires, on les attend. Dès qu'ils seront là, vous les verrez. Kabongo Malou, dites-nous concrètement, pour revenir justement à rafraîchir la mémoire des Congolais, le président de la République s'est donc adressé à son peuple. Il a rappelé tous les efforts qu'il a entrepris depuis sa prise de fonctions pour établir justement une relation de bon voisinage avec tous les voisins de son pays. Il se sent à la fois déçu et trahi que des pays tels que le Rwanda aient décidé de se retourner ou de se détourner du schéma de la paix en activant sa milice M23, une milice rwandaise. Et si le chef de l'État s'est refusé de déclarer la guerre à ceux qui agressent son pays, il a néanmoins lancé un appel à la mobilisation tous azimuts pour sauver le Congo, son pays. C'est l'avenir de la RDC en tant que pays indépendant et souverain qui est en jeu. Ça signifie l'heure est grave. Il a donc martelé que l'avenir est en jeu, tentant plutôt la main à toutes les forces vives de la nation à se souder comme un seul homme pour bouter hors de territoire national ennemi le président de la République, également très très prudent, a appelé à la non-stigmatisation parce que ça fait partie des armes du petit voisin avec un discours à l'international. Stigmatisation, population rwandophone. Kabongo Malou, nous sommes entre ce discours et la recette Macky Sall. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité pour participer à ce débat. L'heure est grave. Je crois qu'il est temps que nous puissions parler de notre pays, comme vous l'avez dit tout à l'heure, en tant que patriote. Je ne veux pas me mettre à faire l'herméneutique du discours du président de la République. Je ne suis pas payé pour ça. Je ne veux pas me mettre à discuter, je ne suis pas dans son cabinet, je ne suis qu'un Congolais. Tout ce que j'ai entendu du président de la République, c'est ce que nous, les Congolais, nous sommes seuls. L'échec qu'il a avoué de sa diplomatie, n'est-ce pas, participative, il est allé voir tout le monde. Il a vu l'Occident, il a vu l'Afrique. Et il a dit, rien n'a marché. Ça signifie que nous, les Congolais, nous sommes seuls, nous devons nous prendre en charge. Et c'est à ce niveau-là. Il ne faut aucun recours ni à Moscou, ni à Washington, ni à la force régionale est-africaine. Il ne fait aucunement allusion à tous peut-être sauveteurs. C'est ça. Donc, le président, je crois que le président de la République
en tant que président de la République, il a compris cette chose-là, c'est-à-dire il n'a que son peuple et il doit s'appuyer sur son peuple, sur les Congolais, et les Congolais doivent se prendre en charge. Je crois que ce discours-là, je l'avais déjà entendu chez le ministre Lutumbo, là, qui disait qu'au Congo, la seule force qui nous reste maintenant, c'est notre peuple. Et le peuple, le président de la République l'a rappelé, il a dit, nous devons nous mobiliser. Nous devons nous mobiliser contre les agresseurs. Je n'ai pas compris ce que tu as dit tout à l'heure, que le président n'a pas déclaré la guerre. La guerre nous a été déclarée. Nous prenons acte de cette guerre déclarée et nous nous mobilisons contre cette guerre-là. Donc je pense qu'aujourd'hui, je voudrais plutôt intervenir sur les conditions de possibilité de cette mobilisation, si vous me le permettez. Parce que je ne veux pas me mettre à faire le discours du président de la République, qui a parlé pour tous les Congolais. Nous sommes tous censés avoir entendu tout ce qu'il a dit, tous ces efforts perdus, et tout cet amour qu'il a donné aux pays africains, et toutes ces obligations déraisonnables. Demander à un pays d'aller négocier avec des terroristes, ça ne se fait jamais. Voilà, déçu par ses voisins, alors qu'il était de bonne foi, quelle est la conséquence logique de ce fameux dialogue intercongolais Made in Macky Sall? Pourquoi encore rentrer à Nairobi? Pourquoi aller à Luanda? Pourquoi aller négocier? Avec qui? Et pour faire quelles concessions? C'est ça le grand questionnement. Macky Sall est président de l'Union africaine, mais n'est pas un président du Congo. Notre président l'a dit, il l'a répété, il ne va pas dialoguer avec les terroristes. Personne n'a jamais dialogué avec les terroristes. Pourquoi sur nous, on peut aller dialoguer avec les terroristes? Donc, Macky Sall, vous le dites, vous pouvez réfléchir là-dessus, mais moi je voudrais plutôt m'appesantir sur la mobilisation. Il n'y a pas de dialogue possible, nous devons nous mobiliser, nous les Congolais, et c'est là où je voudrais vraiment intervenir, si vous estimez que je peux déjà le faire. Oui, première prise de parole, nous allons faire le tour de cette table. Freddy Mulumba, il semble que même si le président n'y sera pas, certains responsables y seront bien entendu au niveau top sécurité. Est-ce qu'il faut absolument y aller quand on connaît les joueurs et leurs jeux et les pièges de cette fameuse communauté internationale, de vos partenaires américains, européens, pendant que des Congolais meurent à Bruxelles sur l'activisme des francophones, avec dans le fond les Soros père-fils, je ne dis pas Saint-Esprit, père-fils, c'est pas prochainement ce sera petit-fils, pour forcer la main du gynécologue. Oui, je pense que ce que le président dit hier, c'est grave. Nous devons tous prendre conscience. C'est la seule personne la mieux informée. Chaque matin, il a tous les renseignements. Aller voir prendre telle parole, s'adresser au peuple, il faut dire qu'il n'est pas seul. Le président, le Congo, est avec les peuples africains. Faites le tour de toute l'Afrique, on vous dira, on ne touchera jamais au Congo. Mais les élites qui sont corrompues, qui travaillent pour les intérêts étrangers, sont utilisées par les puissances étrangères pour rendre la vie difficile au Congo. Ça fait partie de la lutte. Et ça me rappelle Mzee Kabila. L'histoire est très importante. Avant le 2 août, nous avons fait un discours. Nous avons fait un discours pour dire au peuple, la guerre sera longue et populaire. En entendant le président Tshisekedi hier, j'ai dit que c'est la même vision de Mzee Kabila. Il faut faire par tous les moyens pour que le peuple congolais soit debout. Et on a vaincu les Rwandais, les Ougandais qui étaient venus pour prendre Kinshasa. Donc il y a quand même un passé. Il faut se référer pour comprendre qu'est-ce qui va se passer après. Ce qui est important, c'est savoir ce qui va se passer après. Nous sommes dans une logique d'une guerre. Il faut que les Congolais le comprennent. On ne négocie pas avec un faible. Est-ce qu'il a déclaré la guerre? Ce n'est pas au-delà de la mobilisation. Mon cher ami, ce n'est pas question de déclarer la guerre. Oui. Le pays est occupé. On fait comment? On met le peuple et les militaires, nous boutons dehors, tous ces médiocres. Est-ce que le président a-t-il pris
la mesure de ceux qui sont derrière, qui font cette guerre. Non, écoute, Oui. je dis que les présidents les mieux informés, il y a les renseignements chaque matin. Et quand ils vous parlent, ils vous disent que l'heure est grave, prenons conscience. Je vous dis que Moussa Kabila a fait la même chose quand la guerre a éclaté le 2 août. Et quand vous faites une étude comparative, le président Kabila Mouzé avait décidé de mettre les Rwandais dehors, en commençant par James Kabarebe. Et Kabarebe a fait le coup pour prendre le pouvoir à Kinshasa par la force. On a des faits. Regardez aujourd'hui, le président Tshisekedi décide de changer la tête de l'armée, l'état-major. Automatiquement, on voit les discours commencent à émerger, les bandits se mettent debout, les donneurs de leçons viennent vous dire... Même Kabarebe se prononce à Kigali. C'est pour laquelle j'ai dit, nous sommes 100 millions d'habitants. Nous sommes un grand peuple. Si nous mettons 10 millions de Congolais, personne, même l'Amérique ne peut pas nous gagner. Le problème c'est quoi? Je pense que le président l'a dit dans son discours. On est tellement infiltré à tous les niveaux. Il y a trop de traîtres. Ça c'est un. Et de deux, nous avons une élite très faible. Parce que quand vous voyez certains hommes politiques congolais parler, c'est comme des enfants. En cette période, il y a encore des gens qui posent des questions, non, ils doivent justifier cela. Vous voulez le pays est occupé, va prendre le pays, vous voulez discuter. Ça signifie quoi? Nos amis qui sont à la base de la guerre, les Rwandais et l'Ouganda, il ne faut jamais oublier, ce n'est pas qu'ils font la guerre, ce sont des multinationales qui étaient à la base de la guerre de 1994. Il ne faut pas oublier. Et cette guerre avait un objectif. Comment parvenir à casser le Congo, exploiter la population. Voilà pourquoi, même quand les présidents font du discours, et les médias, les hommes politiques, personne ne parle. Mais les peuples africains sont très attentifs à ce qui se passe ici. Le peuple congolais est très attentif. Maintenant, comme le président a lancé un mot d'ordre, il faudrait que tout le monde se mette debout. Parce qu'on ne peut pas accepter, 60 ans après, qu'on soit un pays trop riche tel qu'il est. Notre peuple est dans la misère. Nos enfants n'étudient pas. Et simple maladie, vous mourrez. Et j'en veux vous dire que accepter de céder une partie du pays à des étrangers, je vous dis que mon cher ami Lumbala, c'est une période, c'est un tournant historique. Et si les Congolais se mettent debout, et si on écartait tous les traîtres et les infiltrés qui sont dans l'armée, dans la classe politique, dans les journalistes, partout, parce que maintenant, il en va de la survie de la nation. Nous faisons l'erreur, le Congo disparaît et nous devenons les esclaves des autres. Donc, nous ne voulons pas que l'histoire se répète. Donc, il faut vite se référer à travers le discours du président, en ayant aussi des leçons à tirer quand la guerre des août a éclaté avec l'affaire de James Kabarebe, qu'on présentait ici comme Congolais. Le lendemain, c'est Kabarebe qui fait le coup pour prendre le pouvoir à Kinshasa. Donc, il prend ce pouvoir, pas pour les Rwandais, il prend le pouvoir pour les intérêts des multinationales occidentales et des globalistes qui sont à Kigali. Voilà le problème. Voilà. Norbert Yamba, dialoguer avec qui? Pour quelles concessions? C'est la grande question qui turlupine la cervelle des Congolais, des Congolophiles et même de tout le peuple du monde qui s'intéresse au massacre, au calvaire, à la misère du peuple congolais. Vous allez, les grandes puissances poussent le pouvoir de Kinshasa à aller dialoguer. Tout le monde, à New York, Washington, Paris, Berlin, partout, tout le monde dit désescalade, appel à la retenue, comme s'il s'agissait de deux pays qui se battaient. Voilà, négocier. Vous allez négocier avec qui? Vous avez été parmi ceux qui négociaient à Ibiza. Pré-dialogue, dites-nous, cette fois-ci avec Macky, surtout de Macky Sall, on va discuter de quoi? Pour céder quoi? Merci Fabien pour l'invitation. Je salue mes deux frères, Freddy Lumumba et le professeur Kabongo. Ça fait un bail, on n'avait plus fait un effort pour qu'on soit ensemble, heureusement que je les trouve
toujours actif. Dieu merci, parce que vous nous donnez quand même ces opportunités pour réfléchir davantage. J'ai 3 petites choses. La première, c'est autour de vous, de tout le temps, Fabien. Nous avons toujours dénoncé que la guerre dans l'Est de notre pays est le résultat des appétits de puissance d'argent. Ce sont eux qui orchestrent les choses, etc. Parce qu'en fait, le Congo a été considéré comme l'espace où chaque vautour peut trouver véritablement un terrain fertile et s'approvisionner. Et donc, il ne faut pas avoir des autorités qui ont un regard regardant par rapport aux richesses de la République, etc. Et vous savez ce qui est arrivé à Lumumba, vous savez ce qui est arrivé à Laurent Kabila, vous savez que Etienne Tshisekedi n'a jamais accédé à des responsabilités, c'est à cause de cet esprit de souveraineté, etc. Aujourd'hui, l'Occident a toujours boutiqué sa vision fondamentale qui est celle de saucissonner le Congo pour qu'ils se partagent des boutiques où ils peuvent s'approvisionner en minerais et compagnie. Je ne vais pas répéter Freddy Mulumba qui a toujours parlé de la révolution numérique, qui du reste est une approche qui est démontrée aujourd'hui avec une littérature abondante. Et donc ces Occidentaux, ils ont besoin naturellement des richesses du Congo, ils se tapent des sous-traitants dans la sous-région. Qui chasse la grande porte, bien entendu. Kibali, c'est anglo-saxonne, ou plutôt anglais, à ce que je sache. Ils sont en train d'exploiter, par rapport aux 4 milliards investis, ils sont au-delà des réalisations de manière formidable. Ils le rendent compte au peuple congolais. Est-ce qu'on ne peut pas exploiter par la grande porte, au lieu de massacrer des peuples, les vider de leur territoire, les faire occuper par des étrangers, des Rwandais, des Ougandais? Le Rwanda a 26 000 km². C'est un peu le territoire de l'Omelo Sankourou. Et donc c'est un petit pays, quoi, qui n'est pas stratégique. Le Congo, c'est 80 fois plus que la Belgique. Et donc chaque province a des richesses potentielles. Comment? Ça, c'est une question importante. Oui. Comment la grande puissance que vous appelez États-Unis d'Amérique préfère-t-elle, cette grande puissance, un petit pays de cette dimension qui vaut moins que le territoire de Lomela, qui n'a rien dans le sous-sol et dans les sols, mais préfère, avec tous ses intérêts, recourir à des terroristes pour faire d'eux voilà un interlocuteur afin de faire souffrir? Quel est cet esprit diabolique? Je te connais, avoir la connaissance suffisante sur la géopolitique internationale. Vous dites que les Américains doivent présenter des amourettes. Or, les Américains trouvent la guerre comme étant une industrie la plus rentable que les industries de d'autres investissements, etc. Sur les 244 ans d'indépendance, ils ont fait la guerre 241 ans, et c'est ce qui fait la puissance américaine. Aujourd'hui, le budget militaire, c'est 750 milliards de dollars, pour vous imaginer. Et donc, ces guerres normales et asymétriques, qui permettent véritablement d'exploiter les richesses de manière informelle, qui leur donne la possibilité de continuer à construire leur hégémonie, etc. Donc, n'entendez pas aux Américains de venir mettre de l'ordre chez vous, mais il faut réfléchir sur les stratégies qui nous permettent véritablement d'autonomiser notre action. C'est très important. Et là, nous ne cessons jamais de le répéter, c'est la science qui peut devenir véritablement un chien de chasse. Est-ce que tu acceptes que je termine un peu ce que je voudrais dire? Je suis tout petit peu pédé, et ça, mon ami Freddy le disait tout à l'heure, des réactions de l'élite politique de notre pays. Il y en a ceux qui disent, mais écoute, le président a demandé la mobilisation générale, mais il sait qu'il y a des injustices, il y a des détournements, il y a des gens qui deviennent riches, etc. Qu'on peut confondre véritablement la cohérence entre la situation d'aujourd'hui, qui constitue un défi, et la réponse qu'il faut donner. Donc, les gens croiraient que, bon, lorsque on résout la question d'injustice, à ce moment-là, nous gagnons la guerre. Mais écoutez, nous avons la guerre devant nous, et nous sommes en guerre, nous sommes occupés, nous avons besoin de tous les Congolais, en attendant que nous puissions construire une dynamique vers une gouvernance rationnelle, que nous puissions nous battre contre véritablement ce qui s'est déclaré. Alors maintenant, quand ces intellectuels disent
que ces injustices retardent naturellement la cohésion, moi je dis, ils sont en train de tirer, de ne pas tirer au filet. Je voudrais également parler de la question du dialogue. Vous l'avez dit. Est-ce que le dialogue aujourd'hui va se passer avec qui? Les Occidentaux. Avec qui? Les Occidentaux. Qu'est-ce qu'on va concéder, nous, la République démocratique du Congo? Kinshasa va amener quoi pour que voilà, ceux qui veulent que leur poulain soit là et parle avec le gouvernement? Les Occidentaux, pour eux, le dialogue, c'est de discuter avec soi-disant M23, qui est un groupe terroriste, mais c'est M23 est né de quelque part, est né financé de quelque part, et est fait office de quelque part. Et donc, discuter avec M23 suppose construire une nouvelle dynamique vers l'infiltration, comme on l'a fait avec l'AFDL, on l'a fait avec RCD, on l'a fait avec CNDP, et aujourd'hui M23. Donc, M23 suppose un dialogue, partage de responsabilités politiques, partage de responsabilités sécuritaires, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait niveler le Congo vers le bas, l'affaiblir davantage, le vulnérabiliser, etc. pour qu'il soit plus fragile de manière à l'abattre. Et l'abattre suppose le saucissonner, le diviser en morceaux. Et donc moi je crois qu'aujourd'hui plus que jamais, la mobilisation telle qu'elle est lancée par le président de la République est très importante. Mais maintenant, notre pays a 26 provinces. Et dans les 26 provinces, il y a des gouverneurs de province qui sont censés être des chefs de républicains. Aujourd'hui, moi je suis très désolé, je n'attends pas encore des gouverneurs se mobiliser autour de ça. Pour que tout le monde soit debout. Aucun gouverneur n'a fait un message. N'a fait un message. Aucun ministre. Alors nous voulons... Personne n'a fait un message dans le sens de cette mobilisation pour s'approprier la vision du chef. Et chacun accompagné, le chef a parlé après. Non, je vous informe que dans les chefs du ministère de l'Intérieur, j'étais en train de chercher à atteindre Freddy, à atteindre Emmanuel, etc. Parce qu'aujourd'hui, le ministère voudrait organiser une grande rencontre de consultation avec les différents acteurs de la société civile, parce qu'il n'y a que les acteurs étatiques qui jouent un rôle. Il faut que les acteurs de la société civile aujourd'hui puissent donner leurs avis et considérations pour que nous ayons un package que nous puissions donner comme input au président de la République, au gouvernement de la République, de manière à pouvoir... Merci pour l'information. Oui. En attendant, voyons voir ça dans la praxis. Merci pour l'information, c'est très important. Du moins, il y a un ministère qui commence à s'approprier le discours du chef de l'État. Emmanuel, on ne demande pas Museveni de négocier avec les terroristes des ADF. On ne demande pas Kagame de négocier avec les Rwandais qu'ils ont massacrés sur le sol congolais quand ils venaient dans les rangs de l'AFDEL. On ne demande pas Kagame d'accueillir et les mettre dans les bonnes conditions des Rwandais ou tout de l'autre côté. Quand vous allez là-bas, ceux qui sont privilégiés, ce sont des Tutsis qui sont dans les très bons postes. Les autres nettoient les routes, les autres sont pour les petits travaux, et ainsi de suite. Pourquoi on ne demande pas aux autres de le faire? Oui, je pense que toutes ces questions-là sont très bonnes, mais elles ne méritent pas beaucoup notre attention. Ce que je dois pouvoir dire est que, tu as posé la question tout à l'heure à Norbert, ceux qui veulent détruire le Congo ne le font pas parce qu'ils n'ont pas la capacité de discuter avec Tshisekedi pour lui dire donnez-nous les minéraux et que Tshisekedi aurait refusé, non. Parce qu'ils l'ont accepté en Angola. Ils ont dit l'Angola avait un problème avec Savimbi, ils ont dit bon ça va, l'Angola de Santos a envoyé des gens pour leur dire qu'est-ce que Savimbi vous donne que nous ne pouvons pas vous donner. Ils ont accepté. Et ils ont éliminé Savimbi et ils continuent à travailler avec l'Angola. Mais ce n'est pas le cas du Congo. Le Congo, tout ce qui n'aime pas le Congo, c'est sa potentialité comme grande puissance. C'est-à-dire, notre population augmente, les richesses sont trop fortes, et les élites que nous prenons comme des élites idiotes, tout ça, développent de plus en plus un souverainisme qui ne plaît pas à ces gens-là. Comprenez? Donc le peuple congolais et son élite sont imprévisibles pour les grandes puissances. Pas imprévisibles. Toutes les grandes puissances savent que le peuple congolais n'aime pas la balkanisation. Que les gens de Goma là préfèrent mourir comme ils meurent là, sans céder quoi que ce soit. Mais cela aussi c'est l'histoire. Nous sommes le Congolais
est le peuple au monde qui a connu une histoire extrêmement difficile, une souffrance incroyable qui a fait qu'aujourd'hui, mine de rien, nous sommes très collés les uns aux autres. Et notre espace ici, pour nous, c'est un espace non seulement vital, mais divin. Personne au Congo ici, et vous lisez les gens qui nous détestent comme les collègues Brackman, tout le monde dit, mais au Congo, là, il reste une force que nous n'arrivons pas à prendre. Bouffe avec des différents chefs qui sont succédés à Kinshasa. Et quand elle termine à bouffer, elle va tirer la balle. Colette, avec son dictaphone, était avec Mobutu avec Mobutu, on l'insultait. C'est ici que, quand il y a on a fait des études, le peuple congolais lui-même là, sait reconnaître des gens avec qui il peut négocier. Le peuple congolais n'aime pas les Américains. Comme ils nous le rendent si bien, nous n'aimons pas les Belges. Ils nous le rendent si bien. Donc ce que nous aimons, c'est notre pays et il est sacré. Alors, le président de la République l'a compris. Il dit, mobilisons-nous. Aujourd'hui, je pense que toute la discussion que nous allons faire au jour d'aujourd'hui, ici, là, maintenant, nous, c'est donner les conditions, des possibilités, les faits pour une mobilisation tous azimuts. Tout à l'heure, vous avez parlé de corruption, de vol, c'est vrai. Mais ces corruptions-là et ces vols-là, Dieu nous dit, c'est cette guerre hybride-là. Les gens qui volent là, ce sont des gens, des infiltrés. Ce sont des infiltrés qui sont ici, qui volent, qui accompagnent les Congolais d'origine ici, dans des petites magouilles, qui volent, qui bloquent le système de commandement. Donc, au jour d'aujourd'hui, je pense que j'en ai discuté avec quelques amis de par le monde. Nous disons, le président de la République a pris acte de la guerre qui nous est imposée, donc nous avons déclaré la guerre au Rwanda. Nous n'allons pas reculer, commencer à faire des discours, des reculs comme si nous avons peur de quoi que ce soit. Non, non. Et quand on a déclaré la guerre, quand nous acceptons cet état de guerre, il y a des choses qui s'imposent. La première chose, c'est le conseil de guerre. On ne peut, quand il y a la guerre, toutes ces juridictions civiles ne fonctionnent plus. Nous mettons en place un conseil de guerre qui juge tous les voleurs ici et on les abat là-bas devant les palais du peuple. On les abat. Fabien, nous n'allons pas aujourd'hui reculer. Nous n'allons pas faire la même erreur qui a été faite par M. Laurent Désiré Kabila. Quand il a dit la guerre va rentrer au Rwanda, il s'est un peu distrait et le Rwanda est venu prendre. Aujourd'hui, ils veulent prendre Goma. S'ils prennent Goma là, c'est fini. Ils vont aller prendre Kisangani et ils vont nous obliger au dialogue que nous ne voulons pas maintenant. Maintenant, nous ne voulons pas de dialogue. Mais dès qu'ils prennent Rwanda, et ils sont à 37 km de Goma. S'ils prennent Goma là, demain, ils vont commander à se battre pour prendre le Kisangani. Vous ne voulez pas la peur. Mais ils vont dans les forces armées et le peuple. C'est pour cela que nous disons, nous devons, au jour d'aujourd'hui, la mobilisation doit être tous azimuts. La première chose que la mobilisation, on perd dans la mobilisation, c'est mise en place d'un conseil de guerre. Le conseil de guerre signifie que tous les voleurs que nous voyons ici, qui volent dans l'armée, qui volent ici, nous allons les abattre devant les palais du peuple. La mobilisation signifie que, comme le président a dit, que les gens doivent aller s'enrôler. La mobilisation signifie que nous formons les universités et les instituts supérieurs. Nous les fermons. Au lieu de laisser les enseignants, je suis des nations d'université, faire des grèves. Est-ce que la grève est légale en temps de guerre? Non. Nous formons, il va au Parlement, il demande, nous fermons les universités et les instituts supérieurs et nous transformons les universités dans des centres de formation de militaires. Et nos enfants vont aller se faire enrôler. Nous-mêmes, nous commençons. Parce que moi, j'ai déjà demandé à ce qu'on puisse m'enrôler. On m'a dit, tu es trop vieux. J'ai dit oui. Mais je pourrais faire être balancier, et je pourrais faire le corps médical, je pourrais transporter quelques objets, ou être dans un tic-tank. Ou conduire un véhicule. Voilà un véhicule mon ami, militaire. Quand on parle de... Donc la première chose que le président doit négocier avec le Parlement au jour d'aujourd'hui, c'est la mise en place d'un conseil de guerre. Est-ce que le gouvernement et le Parlement ont réellement compris ce discours et même de ça, cette façon? C'est-à-dire, nous allons mettre en place un gouvernement de combat où tout le monde ici, nous portons la tenue militaire. Un gouvernement de combat. Donc, il n'y a pas lieu d'hésiter, mon ami. C'est-à-dire, nous disons, quand le président parle de la vigilance de la jeunesse, ça signifie quoi? C'est-à-dire, notre jeunesse là, qui a toujours été une jeunesse distraite. On a vu les gens entrer dans notre bande ici, avec des chèvres, des vaches, avec des armes. On dit, nous, on les avait passés ici. Ça doit s'arrêter.
Dans quel pays est-ce que vous voyez des gens venir avec des armes, avec 150 000 bâches, ils passent comme ça devant vos maisons, s'installent, prennent des terres, et vous dites non, on les a vus. Non, c'est pour dire non à ces situations-là que les présidents... Notre équipe vient d'être découverte à Loubeuf, dans le Sankourou. Tu t'imagines avec des vaches, etc. On ne sait pas comment ils sont tombés là-bas. Donc le président demande à la jeunesse aujourd'hui, si vous ne pouvez pas vous enrôler, vous allez vous mettre en place des comités de vigilance. Ça signifie quoi? Si vous voyez quelqu'un qui n'est pas congolais ou qui fait des choses qui ne sont pas bien, vous dites, monsieur, venez ici. Vous l'arrêtez, vous l'amenez devant l'autorité. On ne peut pas continuer à être aussi distrait. Fabien, donc je me répète, même aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises ici qui fonctionnent, mais on les arrête. Parce que l'argent, on a besoin de l'argent pour l'armée. Moi, je demanderais même que le programme de 147 territoires, on doit l'arrêter. L'argent là doit être... Parce que dès que vous enrôlez les jeunes gens, dès que vous enrôlez les papas comme nous ici, nous sommes allés, c'est là où nous mangeons, c'est là où nous faisons les armes, c'est-à-dire nous devons être pris en charge par une question pertinente, parce que vous êtes en train de, de décrypter à votre façon le discours du chef, alors que vous n'avez pas voulu le faire au début. Mais avec des propositions concrètes dans la pratique. C'est ça qui m'intéresse. Oui, mais donc nous sommes l'Ituri et le Nord Kivu sont sous un état de siège. Oui. Vrai ou faux? Oui, bien sûr. Avec la concentration de l'armée, des éléments importants de l'armée, avec des gouverneurs militaires, des athées, policiers militaires, des chefs de district ou des commissaires de district militaires, et j'en passe les mêmes maires. Comment expliquer que ces nombres qui n'est pas important de ces terroristes davantage pendant l'état de siège il n'y a pas... Comment expliquer ça? Ça s'explique comment? Ça s'explique par le fait que la communauté mondiale, la communauté internationale a interdit à notre pays d'accueillir des armes. Première chose. Deuxième chose, nous sommes encore restés dans une sorte de démocratie, comment dire, idéale, où les gens viennent et disent n'importe quoi, où des professeurs d'université, qui sont censés être la crème de l'intelligence congolaise, font des grèves pour demander des véhicules. Où nous sommes des gens, un ministre de l'armée commande 40 fonctionnaires à 40 000 pour son cabinet. Nous sommes restés dans un système de dilapidation des ressources. Quand il y a la guerre, les ressources deviennent sacrées et c'est ainsi que dont tu parles. Si tu parles à Ituri et à Goma là, c'est parce que c'est manque de ressources. C'est manque de ressources. Freddy Mulumba, est-ce que vous avez la même lecture du message du chef de l'État par rapport à ce que Manuel Kabongo Malouf vient de dire? Oui, je pense que le chef a été très clair. Il a parlé de la mobilisation. La question, on va mobiliser comment? Par quel canot? Aujourd'hui, il n'y a que les médias. Il n'y a que les médias. Il faut que les médias congolais, privés tout comme publics aujourd'hui, soient mobilisés. Ça signifie qu'il faut construire un discours, un narratif de mobilisation de la population. Ça signifie quoi? Vous expliquez comment vous devez vous organiser. Vous demandez des gens qui connaissent l'histoire pour expliquer à notre peuple ce qui se passe. Je peux encore mettre un exemple très précis. C'est la première fois qu'on connaît la situation comme on la connaît aujourd'hui. Il faut une structure qui doit faire ce boulot. Non, où c'est le Premier ministre qui va s'approprier la vision. Non, j'ai la pratique. Non, moi, c'est la pratique. Nous avons quand même une histoire. Les 2 août, quand James Kabarebe ont fait leur coup, qu'est-ce qui s'est passé? Nous en parlé. Vous avez vu tous les ministres en tenue militaire. Il y a eu Mova et Moumengi. Ils parlent à tout moment. Vous ne pouvez pas accepter, on dit que nous sommes en guerre, on veut nous occuper, ou vous êtes en costume. Non. Il faut qu'on commence par le gouvernement. Tout le monde en tenue militaire. Ceux qui ne sont pas prêts pour se battre pour ce pays, qui veulent faire le commerce. Au niveau des médias, il faut imposer une discipline en commençant par les médias officiels. Ce n'est pas normal que les pays soient attaqués, vous avez les médias officiels, il y a des problèmes. Ce n'est pas normal ça.
Ça doit s'arrêter. Parce que ce qui se passe ici, c'est l'avenir de notre pays. Qu'on se réfère à ce que Mouzé avait fait. Parler au peuple, mobiliser les ministres, mobiliser les professeurs, les intellectuels et la population. Et ça demande... Et le dernier stade devait pratiquement être consacré à ça, mais malheureusement, c'était une chanson dont le contenu... Non, c'est pas dessin. On veut donner l'image à l'extérieur que notre élite est idiote. C'est ce qu'on veut montrer. Le pays est trop grand, cette élite ne mérite pas. Il y a des infiltrés qui sont ici, qui font ce travail. Quand on veut prendre une bonne décision, ils vont brûler les cartes. Et ça sert, ceux qui disent à l'extérieur, ce pays est trop grand, il y a beaucoup d'idiots là-bas. Ne parlez pas de Congolais. C'est pas dessin. C'est le discours de Jacques Attali. Moi, je préfère. C'est le discours de Jacques Attali. Pour être pratique. Oui. Attali, c'était mondialiste. C'est le discours de tout un groupe d'hommes du monde qui disent que non, le Congo va disparaître. Pour être pratique, le travail doit se faire sur les médias. Dès aujourd'hui, privé tout comme public, traditionnel tout comme les médias réseaux, qu'on mette de l'ordre. On ne met pas de l'ordre. Fermer les universités instituts supérieurs? Non. Il faut laisser un peu de liberté aux gens. Mais il faudrait dire à tout le monde que ce qui se joue ici, c'est notre avenir. Mais les grands travaux, c'est comment, par quel canal il faut s'exprimer. Il n'y a que les médias. Je te prends un exemple. Aujourd'hui, vous suivez la guerre en Ukraine. Qui parle? C'est le président Zelensky qui parle à tout moment. Est-ce que tu as vu les chefs d'état-major de l'armée ukrainienne? Il n'y en a pas. Est-ce que tu as vu des morts? C'est lui qui dit on a gagné, on a fait cela. Donc la communication est importante. Il a gagné cette guerre grâce à la communication. Il n'a pas encore gagné. Je dis que pour le moment, il fait des efforts, même si les Américains sont derrière. Il sait comment communiquer. Et tout le peuple, tu n'as pas vu en Ukraine des gens qui vont parler contre Zelensky. Comme chez nous ici, on se permet n'importe quoi. Ça prouve que l'élite ici n'est pas à la hauteur des enjeux. Allez apprendre en Angola. Quand l'Angola a été attaqué, tous les patriotes sont mis ensemble. L'Angola est aujourd'hui indépendant. Si nous gagnons cette guerre, il faut que tout le monde le sache. C'est le Congo qui devient indépendant. Le Congo qui va contrôler ses richesses pour nos enfants. Ce n'est pas normal qu'on soit le pays les plus riches du monde et qu'on ait une population pauvre, nos enfants n'étudient pas, et les étrangers qui viennent ici s'enrichissent. C'est le moment de porter la tenue des enfants de 18 ans jusqu'à 60 ans, 65 ans, d'aller se battre. Norbert. Écoutez un peu. Oui. Parce que nous ne parlons comme ça. Ne peuvent pas aller se battre, ne peuvent pas se faire enrôler s'ils sont à l'université. C'est pour cela que, dans ces premiers temps, ce sont les universités qu'on ferme. Ce sont les instituts privés qu'on ferme pour permettre à la jeune jeunesse là, qui est concentrée là-bas, qui est intelligente, d'aller s'enrôler. Moi, je pense ceci, Emma. Et même pour les narratifs. Quand il y a la guerre, c'est l'armée qui fournit l'information. Nous l'avons vu pendant toutes les guerres aux États-Unis, en Russie, tout ça. C'est l'armée qui fournit l'information. On ne va pas laisser les gens donner leurs états d'âme. Non, l'armée congolaise a un très grand bureau d'information. Donc les gens vont là-bas se fournir en information. On ne laisse pas les gens indépendants dans la rue. Sous prétexte qu'on doit respecter les libertés. Pour être clair, il faut que ceux qui sont dans les institutions donnent l'exemple. C'est ça, tu as raison. Si quelqu'un ne donne pas l'exemple de défendre ce pays, il n'a pas droit de rester en institution de la République. Des combats. Et nous devons changer ça. Parce que nous perdons cette guerre. Le Congo disparaît. Et nous devenons des esclaves des autres peuples et des capitalistes occidentaux prédateurs. Merci. Freddy, Norbert, si tel est le cas, le président trahit par des gens qui ne sont pas sincères, au service des multinationales anglo-saxonnes et canadiennes. D'autres sont même ici. Si il n'y a plus d'espoir, même en ces armées, en cette force régionale, alors pourquoi continuer à recevoir cette force régionale, même si Ruto, le président Kenya, a prié avec ses militaires qui sont en train d'être déployés au Congo. La prière, oui, c'est une bonne chose, prier Dieu au nom de Jésus. Mais
si l'espoir reste ce peuple avec son armée, alors il faut absolument enlever de la table l'option diplomatique qui a montré la mauvaise, en fait, confronté par la mauvaise foi des vampires. Nous, Africains, même si on est en train de se réveiller, on est quelque peu naïfs, en fait, dans certaines choses, etc. Bon, voilà, la prière est toujours utile. Mais écoutez, nous sommes en guerre, hein, et lorsqu'on est en guerre, il faut avoir la connaissance de la guerre et le moyen de la guerre. C'est ce qui remplace la prière dans ces circonstances-là. Donc, bon, on est habitué à ce genre de choses, mais tant mieux. Je voudrais revenir juste à un point où vous parlez de l'Union africaine, en fait. C'est pas médico-débatteur que je ne dirais pas que l'Union africaine est un torchon, comme disait le général de Gaulle à l'ONU. C'est un torchon, en fait. Surtout que de surcroît aujourd'hui, c'est dirigé par des francophones. Et vous savez quels sont les liens, n'est-ce pas, de ces francophones avec leur maître en pensée, etc. Et leur maître en pensée à un autre maître en pensée, etc. Voilà une série, n'est-ce pas, un cordon ombilical des hommes robotisés à souhait, qui visiblement sont guidés par leurs intérêts. Donc il ne faut rien attendre de cette initiative de l'Union africaine, surtout de Macky Sall et Moussa Faki. Vous savez, ça fait combien de fois l'Afrique a entendu ce genre d'initiative? Est-ce qu'on est allé vraiment au bout pour comprendre pourquoi il y a la guerre? Est-ce que vraiment la question du dialogue qui constituera vraiment la réponse? Est-ce que Macky s'est posé la question pourquoi il y a une guerre à répétition au Congo? Pourquoi elle est asymétrique? Oui, donc ces choses-là, c'est considéré effectivement comme les gens pensent qu'au Congo, il n'y a pas d'intellectuels, ce sont des idiots, ce sont des danseurs, des chanteurs, compagnie, etc. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Et c'est là que nous vous avons toujours demandé, vous Fabien, parce que vous êtes émancipé, vous êtes libéré, que cette émission fasse l'objet d'invitation des hommes et des femmes, fondamentalement panafricains, souverainistes, entre guillemets bien entendu, parce que nous avons toujours besoin des autres, ça c'est évident, mais en fait des gens qui comprennent la géopolitique et la géostratégie internationale. Donc la question de l'élite est une question importante, parce que les solutions de nos élites sont des solutions très fragiles aussi, Quand Emmanuel dit qu'il faut fermer les universités, il faut fermer les instituts supérieurs, parce que c'est là que se trouve la crème, non seulement intellectuels, physiques, qui ont l'âge, qui est capable de comprendre les tenants et les aboutissants de ce que représentent les relations internationales. On a besoin, pratiquement, que cette machine soit arrêtée, non pas dans le sens qu'on puisse véritablement fermer, mais que cette machine soit transformée en une machine qui soutient la République, non seulement en termes de déclaration, mais aussi en termes d'intégration dans les services militaires, etc., où on peut, à l'intérieur. Est-ce que le président de la République, à part le caractère intraitable dont il fait preuve face aux demandes répétitives des puissances occidentales qui sont derrière manipulées par les multinationales, est-ce que c'est pas un président qui hésite un peu trop, le président de la République? Je voudrais simplement dire à notre peuple aujourd'hui, oui, que le président Tshisekedi, que d'aucuns considéraient comme une marionnette, comme un patin, est en train de prouver à la face du monde que ce n'est pas vrai la déclaration qui a été donnée, et qu'il y reste l'homme entraîné et qui s'est bâti corps et âme pour que le pays fonctionne autrement. Et que la situation catastrophique que nous avons connue dans notre pays est le résultat d'un paradigme qui a été mis en place. Ce paradigme fondamentalement hérocentrique, à rentabilité externe. Ce paradigme fait que toutes nos richesses potentielles soient exportées en briques pour aller véritablement être transformées, créer de l'emploi, créer des richesses en Occident. Quiconque qui voudrait négocier dans le sens qu'on puisse gagner tous, il est considéré comme quelqu'un qui ne doit pas être là. Et c'est le cas
que connaît le président Tshisekedi. Alors qu'aujourd'hui, on est que l'élite politique, l'élite intellectuelle, l'élite sociale, la population dans son ensemble, puissent comprendre que maintenant c'est la élite des multinationales. Une élite multinationale, c'est une question de richesse. Et il ne faut pas avoir l'intérêt, il faut leur tout donner, et donner gratuitement. Alors maintenant, le peuple congolais, et même, j'ai entendu certains de ses opposants dire, mais écoutez, nous devons manger. Vous allez manger quoi? Parce que le système qui est mis en place, c'est un système d'exploitation. Et nous avons un chef au moins qui leur dit, est-ce qu'on ne peut pas négocier? Est-ce que nous ne pouvons pas faire autrement les choses? Et cet homme-là, on dit non, il ne peut pas être là. Et entre-temps, nous disons, oui, il ne peut pas être là, il ne mérite pas, il n'a rien fait, Et l'Occident trouve intérêt fertile, même des graines pourries, j'aime bien. Et l'Occident dit, et c'est là que je voudrais dire à Freddy pour dire, quand on nous appelle des idiots, on nous appelle des idiots parce que devant une telle analyse qui est axiomatique ou qui est très claire par rapport à la réalité. Et donc, nous prenons des positions parfois divergentes et contradictoires. Alors l'Occident dit, mais quelle élite qui ne comprend rien de la géostratégie, de la géopolitique internationale, pour une question claire, où on dit, bon, négocions. Si vous voulez investir, venez, investissez ici, transformez ici, commercialisez ici, nous allons nous partager les dividendes. Ça, ce n'est pas dans le langage occidental. Alors maintenant, on se dit, bon, on va aller chez toi, dire, mais écoutez, il faut s'attaquer à lui. Oh, non, c'est lui qui peut mieux faire, etc. Et l'élite est en train, nous faisons une déclaration, surtout nous là, pour que tel soit tel, au moment où c'est basé sur les intérêts du nombril. Alors, dites-moi concrètement, en relations internationales, lorsque vous n'êtes pas d'accord avec cette messe de l'Union africaine, une messe diabolique, vous sentez que c'est un danger qui se pointe à l'horizon pour le pays, parce qu'on va vous forcer à intégrer encore ce genre. Qu'est-ce que vous allez prendre comme disposition? Envoyer des autorités subalternes ou sécher tout simplement ces rencontres, toutes ces rencontres? L'heure de la vérité a sonné. Macky le sait. Le président est un panafricaniste. Il a beaucoup crié à l'Afrique, à la synergie africaine, Monsieur à la mutualisation des efforts. Nous sommes encore dans le bon, votre horloge a un souci. Nous sommes dans le bon, on a une dizaine de minutes, 12 même. Oui, voilà. Et donc, on a crié beaucoup à la mutualisation des efforts et au leadership africain. Malheureusement, il y a un décalage entre ce que nous voulons et ce que nous vivons très concrètement. Parce qu'en réalité, il y a un système de robotisation, d'instrumentalisation et de manipulation des dirigeants africains. Voilà. Aujourd'hui, moi je pense certainement que ça va pas nous donner des résultats. Mais il faut prendre le monde et l'histoire, les générations futures à témoin, pour qu'une telle rencontre, que l'on puisse se mobiliser, pas n'importe quel subalterne, des gens qui réfléchissent, des gens qui ont une connaissance approfondie par rapport à la géopolitique, et qui peuvent dire des choses, certainement avec modération, mais que la vérité reste, parce que l'histoire tiendra compte. Est-ce que le peuple peut prendre le courage, parce que le peuple a refusé toutes ces messes, ne peut pas réunir le courage de ne pas y aller? Pour de les dire que nous n'allons. Mais Freddy parlait tout à fait de Zelensky, qui dit non, moi je ne veux pas aller là-bas. Ça ne sert à rien. Je n'ai pas envie de rencontrer les Russes, je n'ai pas envie de discuter avec eux, parce que quand nous discutons avec eux, le soir ils nous bombardent. Il l'a dit, il l'a fait. Donc, nous sommes en mesure, au jour d'aujourd'hui, que le président de la République puisse dire, nous n'allons plus venir là-bas. On n'a rien à espérer. On n'a rien à espérer. Comme le Mali nous restons chez nous. Et tu sais, Fabien, autorise-moi encore de donner, prendre quelques lignes. Aujourd'hui, Moscou voit le secours de Bamako, sur le plan alimentaire, sur le plan de l'armement et sur plusieurs plans. Le Mali n'a pas été effacé de la carte. Nous avons le devoir, nous Congolais, de ne pas donner l'impression que la guerre qui se fait à l'Est là, ce n'est pas une guerre, ce n'est pas notre guerre. On l'a vu ici. En 78, 79, quand nous sommes attaqués, on attaque le Rwanda. J'étais toujours surpris de voir sur Willery, partout, dans toutes nos communes, les gens boivent beaucoup de bière. Vous parlez de 98. 98. Les gens discutaient, boivent beaucoup de bière. J'ai dit non. On ne gagne pas la guerre en donnant l'impression de faire la farniente chaque jour. Il est temps au jour d'aujourd'hui que le stade des martyrs, là, qui a connu de concerts et tout ça, soit quand même maintenant, aujourd'hui,
n'est-ce pas, occupé à autre chose. C'est-à-dire, c'est un stade où les jeunes gens vont aller là-bas pour apprendre à tirer les armes. Vous comprenez? Pour nous voir les jeunes gens de ce pays ici, qui veulent s'enrôler là, on dit, allez au centre là-bas, allez dans le stade martyr là-bas, là où les hommes sont morts, pour aller apprendre à tirer aux armes. Il faudra que nous puissions projeter l'image d'un peuple qui n'a pas peur de cette guerre. Parce que chaque fois que nous donnons l'impression de la peur, d'avoir peur de la guerre, on vient nous bombarder, on veut nous prendre. Et cette vigilance dont on parle ici, il faut donner aux enfants, il faut donner aux Congolais quelle est la qualité de la vigilance que nous attendons d'eux. Il y a des infiltrés ici, partout des infiltrés. Ces infiltrés doivent être dénoncés. On doit pouvoir dire, toi, va un peu là-bas. C'est pourquoi nous devons, dans un premier temps, faire un conseil de guerre. Tous les infiltrés doivent aller juger là-bas. Et ceux qu'il faut abattre, il faut les abattre. Mais qu'est-ce que nos peuples là, nous subissent à Rutshuru, à Bunagana, qu'est-ce qu'ils subissent eux comme forfait, comme souffrance. Mais ça doit être... Et nous laissons déjà piloté. Ils sont même au Sénat, ça doit être coordonné, tout ça. Ils sont au Parlement, ils sont à l'Assemblée nationale, et ils parlent. Et il y avait un ambassadeur ici qui n'hésitait pas à nous contredire. Donc, tout ça, ça doit être pris en charge par un conseil de guerre. Bon, parce que le monsieur, semble-t-il, a passé beaucoup de temps à l'ICACI, connaissant, se réclamant même congolais. Il a eu le courage, avec ses amis congolais, de dire des choses à l'aise sans être inquiété. Il savait ce qu'il faisait. Moucha Galoussa dit qu'il est en train de suivre, il apprécie la qualité des invités, les grands hommes à qui il transmet salutations. Il pense, quant à lui, qu'on doit taire toutes nos divergences, pour l'instant, et s'unir comme un seul homme. Certains, qu'il y a beaucoup d'inattention que nous avons réglées à l'interne. Il faut saluer effectivement cet appel du chef de l'État à la cohésion nationale. Espérons qu'il va donner des signaux forts. Au niveau de la société civile, et il s'active à plus mobiliser. Le message est un peu long. Merci de donner Moucha Galoussa en train de nous suivre en ce moment. Quand il y a eu la guerre en Irak partout, Bush a pris ce qu'on appelle Patriot Act. Vous l'avez lu. Ça restreint toutes les libertés publiques et privées. Tout. En Amérique, toutes les libertés publiques et privées sont restreintes. Même l'exploitation artisanale des minéraux pendant l'état de siège là-bas, ça continue toujours. Chez nous, le problème, c'est celui-là. Tu vois, pendant la guerre, les zones d'exploitation minière là, sont des zones de guerre. Parce que ce sont ces mines-là, surtout de ce côté-là, qui donnent l'argent à ceux qui nous combattent. Ça signifie que dans ces zones-là, nous allons tout simplement mettre des bombes. Nous demandons aux Congolais qui sont des partis, nous mettons des bombes, même les terrains d'atterrissage qui sont là-bas, les aéroports qui sont dans toutes ces zones-là, il faut y mettre des bombes. C'est ça la guerre. Quand nous étions enfants, en Bujimaï là-bas, les gens allaient voler un peu de diamants chez Miba. Mais à 4 heures du matin, il y a un avion qui le bombardait. Dans une guerre, mon cher ami, on ne joue pas avec un terroriste. Nous laissons les terroristes en train de prendre des mines. Ce sont des autres. Qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui? Les Congolais doivent prendre de l'argent, acheter des drones qui ne coûtent que 20 000 francs, 20 000 $, et puis mettre partout là-bas. Là où les gens là vont chercher des mines, là, il faut bombarder, il faut y mettre des bombes. Moi, je pense ici. Freddy, je pense que le temps est. L'appropriation de l'appel du chef de l'État. Il faut d'abord commencer par s'organiser. Il faut qu'il y ait des cercles de réflexion, qu'on cherche les intelligences congolaises. Ils doivent se mettre ensemble pour voir nous faisons quoi. Économistes, politologues, militaires, géopolitologues. Parce que rien ne peut passer sans une pensée. L'action, l'action précédée par la pensée. Ça, c'est la deuxième chose. Qui doit faire un tel travail? Je dis si d'abord, nous parlons, et c'est que nous avons demandé de parler. Non. Non, je dis ceci. Il faut une coordination. Non. Il faut une impulsion. Le chef a parlé, mais après. Non, j'ai dit ceci. Vous sentez que c'est sous le silence. Non, cher ami, c'est quand les médias vont faire pression sur les élites que ces gens vont changer. C'est fait qu'il faut que les élites intellectuelles s'assument. C'est pas normal qu'on ait fait de grandes études, qu'on soit aujourd'hui humilié. Comme, je sais pas, ceux qui nous regardent s'interrogent. Donc moi je ne vais pas beaucoup parler, c'est l'organisation. Qu'on mette en place des cercles de réflexion.
Comment communiquer? Qui va parler? Il ne faut pas prendre tout le monde. Il ne faut pas prendre tous les médias. C'est question de sélectionner et construire un discours. L'Occident ne comprend que les rapports de force. Le premier rapport de force, pardon, le premier rapport de force, c'est d'abord de l'intelligence. Il faut qu'on montre qu'on n'est pas tous idiots. De construire leur discours et de construire notre discours. Ça, c'est au niveau de la pensée. Maintenant, le peuple. J'ai dit que le peuple, il faut l'organiser. Je t'ai pris ici l'exemple de Musée. Vous portez très bien. Pourquoi la guerre de l'Afrique de RCD a échoué? L'Afrique du Sud n'était pas là. Il n'y avait pas encore l'Angola. Il n'y avait pas encore le Zimbabwe. C'est le peuple. La seule armée qu'on a ici, c'est le peuple. Ici à Djili. On a arrêté les Rwandais. Ils allaient prendre. Et c'est là où les médias jouent un rôle dangereux. RFI, on était en potentiel avec Kabongo Malo. RFI, il était aux mêmes lignes. RFI accompagnait les rebelles. Tu vois? C'est pour laquelle, en cette période-là, même les médias étrangers, il faut les contrôler. C'est eux qui valent en dehors des intérêts du Congo. On a fermé RFI ici pendant 9 mois. Comment on peut être idiot à ce niveau? Nous devons montrer que nous sommes des hommes qui doivent tenir les coups et ne pas accepter l'esclavage. Ça, on peut parler à nos enfants, à nos petits-enfants. Ceux qui nous regardent disent, mais ce pays a tout. N'importe qui peut venir ici, il devient chef. Et tu vois les Congolais derrière les gens pour des petits postes et pour l'argent. Donc le problème, c'est qu'il faut changer cette élite actuellement. Avoir une élite qui est capable de s'adapter aux mutations et capable de s'assumer. À Loubefou, ceux qui ont arrêté ce groupe des Rwandais, ils n'ont pas attendu le mot de... je crois que Kinshasa, comme à Kinshasa avec ses médias roses aussi, le Sankourou, moi j'ai vu une image, on les a amenés à Lusambo. Ils sont venus avec 200 bêtes, 200 vaches. C'est déjà une bonne chose, la vigilance. Norbert, on termine. Oui, la vigilance, mais bon, c'est pas juste pour constater. Il ne faut pas aussi que l'élite et les dirigeants trahissent le peuple. En amont et en aval. En prévention. Il ne faut pas y aller prendre des engagements, céder, et vous ne dites pas au peuple ce que vous avez cédé. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Moi, ce que je peux dire pour l'instant, parce que ce n'est pas un bon discours. J'ai entendu ce discours, il dit non, le président aurait pris des engagements avec tous ces gens qui disent mais ce n'est pas normal. Donc, c'est ça la guerre hybride. C'est-à-dire que les gens là créent même ici des prétextes pour que nous puissions nous détester, pour que nous puissions... Mais si dans une guerre, vous faites la confiance au président de la République, qui est le chef suprême du commandant des armées, vous faites confiance à qui? C'est pas normal. Norbert. Non, moi je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, Fabien, nous sommes au point de non-retour. Quand vous regardez l'histoire, même des Américains, pour qu'ils deviennent, ils assument leur leadership aujourd'hui, ils sont passés par des douleurs d'affrontement, par des moments très 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 difficiles. Même nous, les Africains, certainement l'indépendance, mais il y a eu complicité, compagnie, etc. Nous sommes en train de rechercher la vraie indépendance. Cette vraie indépendance qui se consolide par notre propre volonté de changer notre pays. C'est ça. Et aujourd'hui, plus que jamais, il faudrait que cette expérience soit la dernière pour que le Congo se mette véritablement en situation de se prendre en charge. Qu'est-ce qu'on va encore se demander? Ils ont tué Lumumba à ciel ouvert. Ils ont tué Laurent Kabila. Et ils ont fait tout pour que Tshisekedi n'accède pas au pouvoir. Ils ont tout pour nous priver de quoi nous manger. C'est ça. Nous sommes restés le peuple le plus malheureux d'Afrique. Et nous sommes potentiellement le plus riches. Nous sommes devenus un peuple idiot, simplement parce qu'ils utilisent des mécanismes pour nous assujettir davantage. Et dans l'analyse, ils ne prennent pas en compte qu'ils ont mis en place un système d'infantilisation, d'instrumentalisation. Et nous sommes considérés aujourd'hui comme de petits gamins sous biberon. On nous manipule, on nous travaille n'importe comment. Alors que maintenant, Tshisekedi qui a un devoir de redevabilité vis-à-vis de son histoire, vis-à-vis de son géniteur, vis-à-vis des peuples, parce qu'il s'est battu lui aussi sur le terrain de combat. Il veut mettre sa vie en danger. Parce que qu'est-ce que les gens ne voient pas, c'est qu'on ne s'amuse pas avec ces gens-là. Mais il faut savoir s'amuser. Parce qu'un professeur nous disait toujours, ce n'est pas parce que c'est difficile que l'on n'ose pas.
c'est parce que l'on n'ose pas que c'est difficile. Il faut savoir oser. Il faut savoir. Et ce n'est pas n'importe qui peut oser. Quand vous voyez des tractations autour d'une communauté internationale avec une cette déclaration, allez au dialogue, allez, en utilisant tous les instruments basés en Afrique, beaucoup de courriers. Et donc, c'est parce qu'effectivement, ils sentent que leurs intérêts sont menacés. Et c'est maintenant ou jamais, que nous puissions tous comprendre, même si demain nous a très choqués, qu'aujourd'hui plus que jamais, oui, par rapport à la situation du terrain, que nous puissions être derrière cette commande de la République, pour que toutes les provinces s'élèvent, toutes les universités, toutes les écoles, merci, toutes les ressources de personnes. On a besoin que tout le monde, vous qui réfléchissez de temps en temps pour nous produire des inputs, les professeurs, les universités doivent réfléchir. Et si on n'a pas de réflexion, on ferme provisoirement. Et on va voir comment ces jeunes gens peuvent nous aider à faire quoi que ce soit. Merci Norbert, merci Norbert Mbeyamba, qui est politique analyste, avec des responsabilités, on ne peut pas évoquer ici, voilà, parce que ce n'est pas le cadre, c'est pas important. On peut être un stratège quelque part et ne pas venir l'étaler au grand jour. Je vous invite tous, oui, vous serez invités d'ici là au ministère de l'Intérieur pour qu'on puisse réfléchir, toutes ces grandes idées, etc. On va faire un package et on va donner au président de la République, au Conseil des ministres, les inputs. Il y a le grand plateau, voilà, initié par Jamaïca Samba, qui a commencé pour le combat médiatique, il ne faut pas l'oublier, parmi l'intelligentsia pour réfléchir autour de notre pays. Tout à fait. Apparemment, cette initiative est abandonnée dans la rue, alors que, bon, la République quand même fonctionne. Il faut un sursaut d'orgueil au niveau du gouvernement, des guerriers. C'est maintenant ou jamais que les guerriers sortent les flèches de leur carquois pour les tirer sur la véritable proie. Donc la cible, il est encore temps de mieux faire tant que nous vivons encore sur cette terre des âmes, que les gouverneurs, chacun dans son secteur, décideurs, peuple, chacun s'approprie le discours du chef, cette mobilisation sans attendre justement, ou loin d'y aller, comme on dit, pour pouvoir s'approprier ce que le chef a dit. Sinon, ça ne sera que peine perdue. Alors, Rwandais, Burundais, plutôt Rwandais et Ougandais, sachez que vous jouez avec le feu. Ce peuple et ce pays, pour le faire disparaître, vous allez attendre pour longtemps, peut-être après le retour de Christ. Bonsoir, chef.